La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD presque hebdomadaire qui parle de manga et pas d'anime, même si... Coucou les gens, bienvenue au One A Club, le podcast qui parle de tous les types de BD, mais pas de manga cette fois-ci, parce qu'on a décidé que voilà, on n'en parle pas tout le temps, parce qu'on préfère parler de manga quand il y a Tizak avec nous, parce qu'on sait que c'est un sujet qui lui parle et qu'on peut l'attirer vers le manga avec ça, surtout qu'il voulait nous parler de Pluto. Non mais c'est bon, il n'est pas là, on va pas pas l'ami parler. de On va pas parler Pas des absents. Ouais. On va parler plutôt des gens qui sont ici, et c'est Jérôme qui va ouvrir le bal en nous parlant de... de mes rhumatismes et que je voudrais bien un petit plaid, s'il te plaît. Oui, et à part ça, je vais parler d'une bande dessinée, non? C'est pas ça? Oui, de grande échappée. Qui est bande dessinée et poésie. Ensuite, c'est Guillaume. Donc moi, je vais vous parler de Winter Queen. Ouh, de l'action. Et ensuite, moi, je vais vous parler One A Pied de Soda numéro 13, qui était fortement attendu, le pasteur sanglant, sans jeu de mots. Et ensuite, Thio, tu vas nous parler de... J'ai une petite verveine, parce que tu vois, c'est là, je vais aller me coucher quand même. Parce qu'on est vieux aussi. Hein, Ouais. Et les vieux vous emmerdent d'ailleurs au passage. Si. tu l'as mal vécu, toi. Hein, Non, mais là, c'était purement gratos pour Randall. Des petits monstres, tome 1 de Little Monsters. Jeff Lemire et Dustin Nguyen. On finira par un œil sur Only Murders in the Building, et c'est moi qui vais devoir finir, donc je vais faire vite parce que là, sinon ils vont râler. Je sais comment ils sont. Il faut pas que tu spoiles, parce que j'en suis qu'au début de la saison 2. Je ne vais pas spoiler, rassure-toi. Ouais, j'ai pas vu la saison 3 non plus. Très bien, qui est très bien. Je vais quand même remercier tout de suite les tipeurs, comme ça on gagne du temps. C'est Matt Deka, Chevon, Warloff, Stéphane, Cobal et Boob. Ah, tu fais qui pas la pause nous donnent, si, mais je vais faire autre chose sur la pomme. Ah, ok. Qui nous donne La pomme. sur la pomme. Sur Voilà. la pomme. Oui, parce qu'en fait, on va pas dire. Donc on est sponsorisé par Apple C'est maintenant. ça. Ah, On voulait pas dire, on a un contrat, ça y est. Ah, mais c'est bon, là, ça va, on peut y aller en Concorde. Donc même ils nous s'il soutiennent n'existe sur plus, quoi. Tipeee, sur tipeee.com/la voix On des sort du bulles. musée, Vous on peut y aussi, aller. soutenez-nous, ça nous aide à renouveler notre ordinateur qui nous demande à être redémarré entre chaque émission parce qu'il commence à partir en vrille. Et on démarre de suite. Grande échappée, une bande dessinée scénarisée par Bérengère Delaporte, d'après un poème de Rainer Maria Rilke, dessinée et colorisée par Bérengère Delaporte, chez Nathan pour 23,95 € dans une collection Poestrip que Nathan vient de sortir, j'ai l'impression, qui mêle poésie et bande dessinée. Dis-nous en plus. C'est exactement ça. Donc vous avez compris, en fait, Bérengère, elle a fait le scénario et le dessin. Du coup, alors, de quoi ça cause? Eh bien, c'est l'histoire de Louise. Louise qui a 17 ans. Et Louise rêve d'une chose, c'est de devenir danseuse professionnelle. Alors, ça lui tombe pas du ciel, cette histoire. C'est qu'en fait, sa mère a voulu elle-même, adolescente et jeune adulte, devenir danseuse professionnelle. Mais le mariage avec son... Donc, sa mère, c'est Camille. Tiens, au passage, je vais vous apprendre un mot que j'ai appris cette semaine, donc j'en fais profiter la communauté. C'est un prénom épicène. Vous savez ce que ça veut dire, épicène? À tes souhaits. Merci. Bah, comme ça, voilà, je vous aurais appris un mot. C'est un prénom qui peut être utilisé indifféremment pour un homme ou une fille. Voilà. Non, mais il fait oui, pied, mais il a rien dit quand je dis, vous savez ce que c'est, épicène? Mais je voulais te laisser mais tester ta science. Oh, mais quel culot. Non, je suis content, parce que du coup, c'est un des seconds, c'est le second prénom de mon père, donc comme ça, tu vois, je pourrais le replacer dans un repas de famille ce week-end pour l'anniversaire de ma fille. Épicène. Nickel. Épicène sera... Ah, de toute façon, toi, t'es épicène, c'est bon. Ouais, c'est ça. Et là, ça peut vite mal tourner. Tu sais. Du coup, ceci dit, ton fils a un prénom épicène. Mais c'est pas du tout une... Bah non. Si, parce que c'est uniquement sur la prononciation. Ah. Absolument. Ah, ok. Voilà. Si. Bon, on peut peut-être parler du truc. Tu vas manquer de temps, tu vas encore Non, mais sonner. c'est super Non, parce que- intéressant quand même. Bah, Oh. alors déjà, c'est intéressant. Après, ils Et disent en que plus- je traîne et qu'on lance pas les émissions. Et en plus, la chronique, en plus, la chronique est courte. Donc, Camille, sa maman, qui a voulu devenir danseuse professionnelle, et quand elle a rencontré son père, Vincent, en fait, ça a pas été possible. Voilà, il y a eu elle est née, Louise, et puis la vie a fait que voilà, c'est fini.
Donc elle s'en ouvre à ses parents et le soir, elle va se coucher et elle a un peu du mal à dormir parce que c'est quand même le rêve de sa vie. Et puis ses parents vont en parler si jamais ils acceptent pas, parce qu'il faut qu'elle rentre dans une école spéciale. Donc elle se lève, elle va voir ses parents et en fait elle tombe sur une discussion qu'elle va espionner et en fait elle se rend compte que son père en fait domine sa mère. Et c'est finalement lui qui fait la pluie et le beau temps dans le couple, et c'est lui qui décide. Et sa mère est complètement soumise au sens pas sexuel du tout, au sens toxique du terme. Et progressivement, elle va prendre conscience de la toxicité de son père dans la relation avec sa mère. Et elle va essayer de créer un électrochoc chez sa mère pour lui faire prendre conscience qu'elle a raté sa vie, qu'elle est en train de rater sa vie, qu'elle est en train de passer à côté de sa vie. Et que il faut qu'elle fasse quelque chose, quoi, parce qu'elle peut pas continuer comme ça. Et c'est quand même assez violent dans la prise de conscience, mais c'est un bel album un très bel album sur à la fois ces relations toxiques entre parents et surtout sur la liberté. Quel est le lien avec Rainer Maria Rilke, qui a écrit un poème, La Panthère, et donc on va parler rapidement de Poestrip, cette collection chez Nathan. En fait, Nathan donne une carte blanche à un auteur en disant voilà, tu choisis le poème que tu veux et tu fais ce que tu veux autour, mais il ne s'agit pas de faire une interprétation, une retranscription en BD du poème. Il s'agit de faire un poème vu par, si vous voulez, ou une interprétation poétique du poème. Et en fait, ce poème qui est La Panthère, c'est que l'autrice se balade dans un zoo en plein air à Berlin. Et elle tombe sur cette panthère qui est dans sa cage et les deux se regardent, la promeneuse et la panthère. Et finalement, Maria Rainer Rilke se dit mais qui est enfermé ? Est-ce que c'est pas moi qui suis en cage en fait ? Et comment est-ce que je peux faire pour me libérer de tout ce qui m'oppresse dans ma vie ? Et c'est exactement ça. Là, autour de l'interprétation qu'en fait Bérengère de la Porte, c'est exactement ça. C'est comment vas-tu te sortir de ta vie ? Comment peux-tu te libérer de la relation toxique avec cet homme ? Même si c'est mon père, tu peux pas rester comme ça. Franchement, moi, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu en lisant cet album. Vous en sortez pas indifférent. Et voilà. Donc j'attends vos retours, les amis. Je vais juste, avant de donner la parole aux autres, faire un petit point sur la forme. Pour moi, c'est un des défauts, je dirais, de l'album, mais c'est vraiment que la forme, hein. Je ne vais pas parler de trucs. C'est un album de luxe. C'est du beau papier, c'est de la belle qualité, mais 23,95 € pour un moyen format qui fait pas tant de pages que ça me semble un peu costaud. Et quand tu feuillettes, que tu vois la qualité qu'il y a derrière, je comprends le prix, mais ça met pas l'album à la portée de tout le monde et c'est un petit peu dommage. C'est voilà, juste vraiment sur ce côté. C'est complètement vrai. Voilà, sur le côté de la forme. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis, Thio. Je donnerai le mien après. Coup de cœur aussi. Ouais, en fait, je l'ai lu à Podcast. Je l'ai lu le matin, le samedi matin, pendant qu'on était encore, nous, à l'appart, en train de bosser, parce que bon, on n'était pas là tous pour en représentation. Il y en a qui travaillaient, qui préparaient leur chronique au dernier moment. Et donc, il fallait bien bosser. C'est tellement ça. Et donc, du coup, je l'ai lu et je l'ai lu d'une traite. Et quand je l'ai fini, j'étais quand même vraiment sur le cul, en fait. Ouais, ça m'a pris. Le bouquin, il te prend et il t'emmène. Et en fait, tu suis le trajet, quoi. Et c'est... le dessin est pas foufou, il est pas exceptionnel, mais il sert le propos et à la fin du bouquin, ça t'a remué quelque chose, quoi. Donc non, moi je valide le coup de cœur et après il y aura plus qu'une personne, mais on verra ce qu'il en dit. Mais après il y a une petite ressemblance quand même pour le papa qui je pense est assez nette, mais bon, on laissera les gens s'amuser à essayer de trouver qui est le papa. Parce que le père est quand même, ressemble quand même à un personnage célèbre. Un personnage connu, oui. Ah, j'ai pas fait le... voilà. Vous m'aviez dit, mais j'ai pas réussi à faire le... Ok, c'est pas grave, tu vois, c'est que nous qui l'avons vu. Alors. Ouais. Vous me direz ça derrière. Graphiquement, tu dis que c'est un peu faible. Je dirais pas faible, je dirais que c'est simple.
C'est-à-dire qu'il y a un parti pris graphique qui est dans la simplicité. Par contre, il y a des compositions, des façons de mettre en scène les personnages, de mêler la pensée et le réel. Je dis pas l'imaginaire, je dis la pensée, parce qu'on est plus dans la pensée que dans l'imaginaire. De mêler les deux qui marche vachement bien. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident en termes de représentation graphique. Il y a un gros travail de mise en forme. Ce qui, justement, pour moi, fait que cette bande dessinée fonctionne, j'allais dire au-delà de son propos, mais plutôt en accord avec son propos. Ça marche totalement, ça fonctionne très très bien. On est totalement dans des sujets qui sont intéressants et puis qui vont aussi... quand on a le point de vue de la mère, qui montre aussi que peut-être que la mère aurait dû réagir plus tôt, pas se laisser faire, et que il y a une sorte de ressenti de culpabilité de son côté à elle, mais que les choses peuvent changer, mais qu'elle aime quand même cet homme, et que peut-être qu'en réagissant maintenant, elle va pouvoir changer les choses. C'est ce côté-là, c'est de montrer que c'est pas si facile que ça de se dire ouais, c'est vrai que c'est un peu un connard, mais C'est pas qu'un peu, c'est un ouais, vrai connard. voilà, mais oui, c'était une façon de parler, je veux dire, voilà, c'est un connard, mais je veux quand même réussir de continuer à vivre avec lui, essayer en tout cas, et c'est l'impression que ça donne, et j'ai trouvé ça assez à contre-courant de tous ces récits qui nous disent que il faut tout lâcher, changer de vie, etc. Enfin, que c'est simple en fait, de tout lâcher, de changer de vie. Euh, Ça laisse une porte à l'espoir que peut-être que ce couple pourrait s'améliorer, que le mec se rende compte que c'est un vrai connard aussi, parce que elle lui fait sur la petite, enfin en gros le petit final est très intéressant et très bien mené et montre que la relation de force dans le couple peut aussi changer et s'améliorer. Et enfin, ça marche très bien. Voilà, moi, très bel album qui mérite ce coup de cœur. Donc, Grande échappée de Bérangère. On peut juste. Oui. On parle du connard quand même, parce qu'on Ah. l'a teasé. Alors, Alors, vous pensez qu'il ressemble à qui ça commence par un B et un C. Ce sont les initiales. B et C. Et je partage un nom de famille avec lui. Donc, Et pour le coup, c'est un vrai connard. Ah oui, j'aurais pas. Effectivement, non, je même pas. Oui, non, je vois tout à fait maintenant que tu me dis les initiales, mais non, ça m'a pas marqué. Mais Bertrand effectivement. Cantat, donc Ouais, ouais. voilà. Toxique au possible, lui aussi dans ses relations hommes-femmes. Grande échappée de Bérangère de la Porte, d'après Rainer Maria Rilke chez Nathan pour 23,95 €. Winter Queen, scénarisé et dessiné par Fernando Danino, colorisé par Marco Lesco chez Glénat pour 19,95 €. Bon, je vais faire vite puisqu'apparemment vous avez prévu de le saborder derrière. Non, mais défends-le, je veux dire. Si tu le vends bien, On n'est pas obligé d'avoir ton goût sûr, Non, tu mais vois. je sais pas, je suis surpris que, tu vois, vous vous permettiez de sabrer un bouquin avant même que je l'ai chroniqué, alors que, visiblement, on n'a même pas le droit d'amener des bouquins qu'on n'a pas aimés, tu vois. Mais bon. Non, mais ça, il n'y a que certains esthètes. Bon, plaisanterie mise à part. Je suis pas complètement objectif parce que j'aime bien Fernando Danino, son dessin, etc. Et surtout, je l'ai découvert tardivement, sûrement parce qu'il a fait d'autres choses avant, sur L'Agent, que j'avais beaucoup aimé. Alors attention, spoiler alerte, Winter Queen n'est pas un chef-d'œuvre, c'est ce que j'appelle une bonne BD popcorn. Voilà. Et donc le principe est simple. Voilà, on est fin 21e siècle. Grand éclair sur un building d'une grande ville américaine. Il y a une nana qui arrive là, une scène sacrificielle. Elle dit oh mon Dieu non, c'est encore arrivé. Elle s'en va. Elle part en course elle quitte les lieux. Enfin bref, voilà, la police arrive. Elle va être poursuivie pour meurtre parce qu'il y a un Maccabée. Bref, tout ça commence un peu fouillis, un petit peu dans le désordre. Et pour cause, c'est un peu le gros bordel dans sa vie. L'histoire est simple, enfin oui, relativement simple. Et en fait, voilà, c'est une malédiction qui se traîne depuis des dizaines, des centaines d'années même. Et voilà, elle arrive là pour
pour commettre des meurtres. On va faire venir le petit... ben voilà, c'est la Nouvelle-Orléans. Le petit sorcier vaudou du coin qui aurait déjà eu un maille à partir avec cet assassin, mais qui n'était pas forcément la même personne à l'époque. Bref, j'ai du mal à le pitcher en fait. Pour la petite blague, je l'ai relu hier pour me souvenir du pitch. T'as déjà oublié. En fait, c'est très difficile. J'arrive pas à bien raconter l'histoire. Donc, une enquête policière à la Nouvelle-Orléans. Donc, on va mêler du fantastique avec du vaudou. Pour le coup, on va aller chercher aussi un peu plus loin du côté de l'Europe, en faisant avec un peu de magie à l'occidental, donc c'est en latin. Voilà, ça change le folklore. Et voilà, course-poursuite pour démêler le vrai du faux, qui est le vrai tueur, qui ne l'est pas. Et donc du folklore vaudou, du folklore des sorcières, puisque l'héroïne est en fait une reine de Bohême qui n'a régné qu'un hiver, d'où son nom Winter Queen et d'où le titre de la BD. Je mettrai un tout petit affect quand même sur le bikini en côte de maille. C'est un vieux trip, un vieux fantasme. C'est Red Sonja. Bon, d'ailleurs, il y a une blague là-dessus dans la BD. Et voilà. Est-ce que tout le monde sait que les reines de Bohême portaient des bikinis en côte de maille, je veux dire. Évidemment. Non, mais c'est parce que la vie est dangereuse en Bohême à cette époque. On t'explique quand même qu'elle voyage dans plein d'époques différentes en vrai. Mais là n'est pas la question. C'est truffé de trucs qui marchent pas forcément super bien, d'autres qui marchent plutôt bien. Moi, ce que j'ai aimé dans cette BD, c'est le côté justement popcorn. Tu ouvres la boîte Canyon, tu poses le cerveau, tu passes un bon moment et puis après tu remets le cerveau. Parce que vous allez pouvoir lui trouver tous les défauts que vous voulez, je l'entends, mais moi j'ai passé un bon moment, ça m'a bien diverti. C'est plaisant, c'est chouette. Puisque j'en ai parlé en début de chronique, j'ai moins cette envie de coup de cœur que j'avais donné à l'agent, mais l'agent Danino n'était que dessinateur. Donc ouais, je pense qu'au niveau scénario, il est un peu faible. Pour autant, j'ai vraiment un petit affect pour cette BD. Je la trouve sympa, ça marche bien, et c'est un bon divertissement. En tout cas, moi, ça m'a plu. Jérôme, peux-tu donner ton avis en dehors de toute considération historique, s'il te plaît? Il n'y a aucun problème. Il y en a aucune là. Il n'y a pas d'histoire. Moi, honnêtement, le dessinateur, il m'a beaucoup plu. Après, voilà, typiquement là, je ne sais pas si on voit la caméra, mais il y a une double page avec une page à gauche qui représente on va dire la façon dont est dessinée l'histoire actuelle, donc l'essentiel de l'album, et la page à droite où c'est le flashback. Et le flashback, la vache, qu'est-ce que c'est dessin chouette. Pas ancré, c'est vachement mieux, ouais. C'est vachement mieux, mais mon gars, mais qu'est-ce que tu attends pour faire un album entier comme ça? C'est super joli. Ouais. Mais écoute, on lui posera la question quand on arrivera à le faire venir en dédicace. Voilà, mais en attendant, voilà, c'est ça. Paye-toi, en tout cas, continue à te payer des scénaristes, mon gars, et franchement, tes albums seraient top. Et voilà. Thio. Non, mais du coup, on peut plus rien dire parce que si un jour il vient en dédicace, que le mec il a écouté, qu'on lui a traduit le truc, c'est mort. Ça aussi, c'est beau, ça. Regardez ça, c'est oui, beau, c'est ça. un flashback. Il va nous cracher dessus, tu vois. C'est pas grave. Bon, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ça fait popcorn dans le sens c'est les films popcorn, quoi, les films des années 80. Et j'ai eu, en lisant le bouquin, l'impression de revenir un peu dans le temps. Oui. Voilà. Ah oui, mais après. Tu sais, les bonnes soirées nanars. Oui. Alors, je parle pas des mauvais nanars, je parle des bons nanars. C'est les mauvais nanars, ça fait mal quand même. Mais enfin, je sais pas, Howard the Duck, quoi. C'est un super nanar, quoi. Ouais. Oui, des bons mauvais films, quoi. Oui. Mais qui sont les maîtres de l'univers. Caca. Peut-être pas jusque-là. Non, ben, caca, voilà, justement. Bon, et donc, bref. Oui, moi, en le lisant, je me suis un peu retrouvé dans une sorte un mélange un peu avec du Sandman, tu vois, parce que je trouve que tu as quand même le passage aux enfers, tu as plein de choses, en fait, qui te rappellent du... Alors là, t'as choqué le dictateur, si tu veux, mais en même temps, t'as parlé de Sandman et il faut pas toucher Sandman. Alors, bon, tu vois, il a le droit de cracher nos BD, mais le rapport est lointain, mais ouais. Mais non, en fait, non, le rapport est pas lointain, je trouve. Au contraire, c'est qu'à mon avis, il y a quand même, je pense qu'il s'est clairement inspiré de Sandman, parce que justement, le passage, on va essayer d'aller plus vite, on va passer par les enfers pour faire le chemin, et puis voilà, il se balade dans les enfers, t'as les différents trucs. Enfin bon,
Justement, je trouve que il a voulu faire un peu de Sandman, mais sans avoir le talent de Neil Gaiman, tu vois, au niveau de l'écriture. Après, au niveau du dessin, c'est très beau, c'est très propre, mais non, en fait, ça m'a vraiment pas emballé. J'ai tourné les pages, je me suis dit, bon, peut-être que l'enquête va être bien, et puis... Voilà, donc non, je ne vais clairement pas accrocher à la BD Popcorn aujourd'hui. En fait, c'est bien dessiné, même si je trouve le côté ancré un petit peu trop ancré, un côté un peu trop ce que j'appellerais de l'américain bien fait, mais vraiment série Z, quoi. Il y a ce côté série Z, hein, je pense. Et j'ai l'impression qu'il n'assume pas ce côté série Z, et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que le scénario est pas clair, c'est flou, on se perd un peu dans son histoire, on ne sait pas trop où ça va. C'est bourré de clichés assez énormes. Parce que si tu regardes bien, la série s'appelle Winter Queen, mais en fait, elle sert à rien à parcourir en faisant « Oh mon Dieu, machin chose ! Heureusement que de temps en temps, il y a la reine du sexe démon qui va prendre ma place pour qu'on puisse voir des nibards dans cette BD et qu'elle puisse baiser avec le gars vaudou. » Voilà, Ça, c'est fait. Voilà, je veux dire, il y a un peu ce côté-là. Et je... C'est quoi que tu nous proposes pour la prochaine fois pour... Non, mais après, Non, mais j'ai compris, non, mais- je vous gêne, je viens plus, j'amène Non, mais je j'amène comprends. plus de BD Popcorn, j'amène Je plus de comprends manga, totalement l'attachement je que Guillaume démissionne, peut allez. avoir à ce genre de BD. Et je sais que moi aussi, j'ai mes plaisirs coupables et des trucs que je vais adorer, que vous allez me regarder avec des yeux en me disant mais qu'est-ce qui nous amène ce con pourquoi, Genre il nous a, Sandman. On l'attend pour la prochaine fois. pourquoi il nous a imposé ça, tu vois. Je veux dire, j'inviterai Dali le jour où on parle de Sandman. Sa collègue vendeuse qui m'a vendu Sandman. Et donc, oui, non, voilà, je comprends ce plaisir que tu peux avoir sur la série Z, mais là, j'ai pas eu ce. Parfois, tu as le truc qui va t'accrocher où tu te dis ah, c'est fun, il y a un côté un peu, un peu rétrograde, tu vois, tu prends ce plaisir de s'user, poser son cerveau de côté. Et pour moi, bah, c'est pas. Là, j'ai pas réussi et et je voyais trop les grosses ficelles un peu moches. Et je pense que ça vient surtout du fait que Oui, il est fort, quand même. le scénario T'as dit qu'il n'y avait pas d'histoire, comment est-ce qu'il n'est pas clair. Non, mais le scénario n'est pas clair, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop. C'est un string ficelle. C'est pas bien amené, tu vois ce que je veux dire. Ça aurait été mieux écrit, il aurait l'assistance, en prenant la même histoire avec l'assistance de quelqu'un qui lui aurait permis d'avoir une narration un peu plus fluide, il aurait pu garder ce côté série Z, parce que l'histoire aurait été la même, mais il aurait pu réussir à t'accrocher dedans, et là, moi, ça a pas pris avec moi du tout. Voilà. Mais tu as droit aussi, on a tous des trucs pourris. Et donc, on met le coup de cœur ou Winter Queen de Fernando Danino et Marco Lesco chez Glénat pour 19,95 €. Si vous voulez nous soutenir dans des moments difficiles où les gens descendent des choses qu'on aime beaucoup, le mieux c'est bien sûr d'aller sur Tipeee, tipeee.com/La Voix des Bulles. Mais vous pouvez aussi aller sur Bubble pour aller commander des BD chez votre libraire préféré, pas loin de chez vous. Si vous en commandez plein, nous on aura un petit pourcentage qui nous permettra de nous soutenir. Je crois qu'on vendait des t-shirts aussi à un moment. On a fait des trucs. Enfin, aidez-nous, aimez-nous. Parlez de nous. C'est peut-être aussi la meilleure solution parce que le podcast est un monde difficile où le but c'est que les gens nous connaissent et qu'on puisse toucher le monde entier pour qu'on puisse toucher des sponsors pour pouvoir rentrer dans une écurie de podcast BD qui nous permettra de gagner des millions et d'atteindre la gloire et de bosser avec Hanouna et de... Non, je crois que j'en demande trop. Je sais. Ouais, zap. Il faut combien de temps en fait de préavis pour quitter le One Night Club? Instantané. Ah ok, Instantané. bon, ça va. Ça. Parce que le jour où Hanouna arrive, pas certain de rester quoi. Non, moi je reste, hein. Je mets un coup de boule et je m'en vais après. Soda, numéro 13, Le Pasteur Sanglant. Au scénario, c'est Olivier Bocquet. Au dessin, c'est Bruno Gazzotti. À la couleur, c'est Ozagi, chez Dupuis, pour 14,50 €. Je parlais dans le tome précédent de la difficulté des reprises. En parlant de Spirou, on est un peu dans le cas, mais dans une difficulté de reprise encore plus dure, parce que c'est suite au décès du scénariste original qu'Olivier Bocquet est passé au scénario. On parlait d'ailleurs d'Olivier Bocquet dans l'épisode précédent, avec le métier le plus dangereux du monde. Bruno Gazzotti a repris le crayon, alors que sur le tome précédent qui est à suivre, mais dont la suite n'est jamais sortie,
C'est Tom qui avait commencé le scénar, mais il est décédé, il n'a pas eu le temps de le finir. C'était Dan qui était au dessin, parce que Gazzotti, l'histoire lui plaisait pas, il n'avait pas envie. C'était un peu compliqué, mais la suite devrait sortir un jour, parce que ça parlait des histoires de tours jumelles. Olivier Bocquet a fait le choix de dire, bon, Soda c'est bien, parce que Soda, ça se passe dans les années 90 à New York, dans la police, avec une ambiance très particulière de série policière. Je vais essayer de la retrouver parce que c'est ça qui fonctionne et qui a plu aux gens qui ont lu la BD à l'origine. Tout en restant dans ce côté polar noir. David Salomon est un flic de New York, mais sa mère est vieille et malade et n'accepterait pas qu'il ait un métier dangereux, donc il se fait passer pour un pasteur. Et donc il sort de chez lui tous les jours habillé en pasteur, parce qu'il vit avec sa mère, et se change dans l'ascenseur pour sortir et aller mener des enquêtes. Sauf que il dort pas bien en ce moment, il fait des gros cauchemars, ça va pas. En plus, il a perdu le petit crucifix qu'il a sur son uniforme de pasteur. Comme d'habitude, il y a une merde qui fait qu'il n'arrive pas à se changer son ascenseur et il se retrouve à partir sur une enquête. Et là, que voit-il ? Une femme morte dans une ruelle avec un crucifix sur elle. Il s'approche d'elle. En fait, elle n'est pas totalement morte. Elle lui dit « Ah, c'est lui !» parce qu'il est toujours habillé en pasteur. Et il se rend compte qu'elle a le petit crucifix qui ressemble beaucoup à celui qu'il a perdu, qui est là. Et là, il commence à se poser des questions sur « Merde !» Est-ce que je ne serais pas en train de partir en vrille ? Est-ce que je ne pourrais pas être le coupable ? Parce que vraiment, je ne vais pas bien du tout en ce moment. Surtout qu'on l'a forcé à voir on l'a forcé à voir un psy avec qui ça se passe difficilement et il se rend compte qu'il a des pertes de mémoire, qu'il oublie des choses qu'il aurait fait dans son quotidien. On retrouve avec plaisir ce personnage sombre, surtout que je retrouve un petit peu ce côté perdu du héros qu'on avait un peu dans Lettre à Satan, qui est un de mes tomes préférés de Soda. Ça marche plutôt bien. Un seul problème, j'ai très vite deviné le fin mot de l'histoire. Et ça, c'est toujours dans un polar un peu compliqué. Ce qui fait que j'ai pas eu vraiment de surprise à la fin. Ça n'empêche que c'est très bien mené, ça respecte très très bien l'ambiance. Le personnage est très intéressant. Ça met, je pense, le niveau un peu difficile pour une suite, parce qu'il est reparti sur les problèmes psychologiques du héros, ce qui avait déjà été fait. Va-t-il continuer dans cette veine-là ? Est-ce qu'il peut prolonger ça, alors que globalement, on sent que cette histoire de problème psychologique est un petit peu en partie réglée à la fin du tome. Voilà. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé cet album. C'est une bonne reprise. Juste ce petit défaut, j'ai trouvé la fin avant la fin, et ça te gâche un peu un polar quand même. Et vous ? Alors, vous l'avez tous lu ? Déjà, suiviez-vous la série Soda ? Toi, c'était ton premier, je crois, Guillaume. Ouais, j'ai pas lu de Soda, en fait. C'est le premier que je lisais. Du coup, il faudra que je lise les autres. Et écoute, moi, je trouve que c'est un bon polar qui fonctionne bien. J'ai vraiment passé un super moment, quoi. J'ai pas grand-chose de plus à rajouter sur ce que tu as dit. Je me suis peut-être fait avoir plus facilement que toi sur le dénouement. Mais moi, j'ai vraiment passé un très, très bon moment. Rien de plus à rajouter. Ouais. Je trouve que c'est une bonne relance quand même de Soda. Oui, ça marche bien. Ça marche bien, tu restes quand même dans le... C'est pas un Spirou à la manière d'eux, tu vois, où un Spirou part, c'est Soda. Ça reste Soda, c'est Soda. Donc non, c'est... Envie de voir la suite. Très bonne vont pouvoir en faire. Et toi, Jérôme ? Alors j'avais lu des Soda mais il y a très très longtemps et moi j'ai tout à fait retrouvé les ambiances, ça m'a rappelé en tout cas les ambiances que j'avais lues il y a longtemps. Donc j'ai passé un bon moment et j'aimerais bien lire la suite aussi. Bonne reprise, pareil. Voilà. Bon, ça reste une histoire complète, hein, comme tous les Soda la plupart du temps. Donc ça se lit de façon très indépendante. Et c'est vrai que moi j'aimerais bien avoir un petit côté fil rouge, une petite enquête à suivre, tu vois, sur quelques volumes. Juste une question, puisque j'ai pas l'habitude de lire du Soda. Est-ce que j'imagine que Soda c'est un format 44 planches classique d'habitude. Parce que du coup, ça peut avoir. C'est intéressant de noter que là, il est parti sur un volume plus épais. On est à 56 pages, ce qui du coup permet de développer les histoires un peu différemment. Donc ça peut. C'est à noter aussi, quoi. On était sur du format un peu plus serré. D'ailleurs, ça se jouait aussi sur le rythme.
Et puis sur le côté intrigue policière, parce que c'est bien une intrigue policière quand tu peux avoir des fausses pistes, des trucs à suivre, des choses un peu originales. Ce qui est difficile dans cette série-là, c'est de renouveler toujours le côté lien au côté pasteur, au côté religieux, qu'ils ont réussi à réutiliser dans tous les tomes, mais au bout d'un moment, c'est pas évident de se renouveler sur ces thématiques-là. Il y a quand même une particularité qui fait hurler les fans, c'est qu'ils ont changé le format. Ouais. Ils l'ont remis dans une nouvelle collection, un peu plus chère, un peu plus grande. Donc, tu es content quand tu as tes 12 tomes précédents qui n'ont pas la même taille. On aime tous ça, hein, les fans de livres. Mais pour le coup, ils rééditent les précédents au bon format. Comme ça, tu peux tous les tu peux racheter. tous les racheter. Alors, moi, coup de bol, c'est mon frère qui les avait. Donc, c'était pas ma série à moi. Donc, j'ai lu tous les sodas de mon frère. Donc, le jour où je vais me refaire la collecte, je sais que. Parce que pour le coup, j'ai que le tome 13 en fait. Voilà. Donc, Soda de Olivier Bocquet au scénario, Bruno Gazzotti au dessin et Uzagi à la couleur chez Dupuis pour 14,50 €. Little Monsters, le tome 1 de Jeff Lemire au scénario, Dustin Nguyen au dessin et à la couleur chez Urban Comics pour 17 €. Même si pour la couleur, Dustin Nguyen, il a fait simple. Toujours. Il fait toujours simple. Non. Sur Ascender et Descender, il a envoyé du pâté en aquarelle. Hein. On en parlera après. Ils sont tout seuls et ils attendent. Ils espèrent que l'ancien va revenir. Ces personnes qui attendent, ce sont des enfants et ça fait plus de 100 ans qu'ils attendent. Et ils sont toujours enfants. Hein, et ils s'occupent chacun un petit peu des loisirs particuliers. Il y en a qui jouent à chat, il y en a qui s'amusent à taguer sur les murs, il y en a qui jouent de la guitare mais qui sont emmerdés parce que chaque fois qu'ils inventent un morceau, en fait, il faut qu'ils en inventent un nouveau le lendemain parce qu'ils ne se rappellent plus de rien. Il y en a qui s'amusent à se mettre un peu très en danger en faisant des trucs à la con. Mais toujours, ils s'en sortent, quoi. Donc, tous ont trouvé une occupation, mais tous attendent. Et le temps est très, très long. Mais il y a toujours quand même une seule règle qu'ils doivent respecter, c'est le couvre-feu. Quand vient la nuit. C'est d'ailleurs le cas maintenant, tous doivent se coucher, et du coup, on s'apercevoir, en fait, à la fin de cette journée, qu'il manque un des personnages, Romy. Et donc, comme personne ne l'a vu, et pourtant la nuit va tomber, et la règle est stricte, tous doivent rentrer. Alors, ils vont partir à la recherche de Romy. On pourrait se dire, quand on voit Little Monster, des petits monstres, la couverture nous dit clairement quels sont ces petits monstres enfantins et leurs loisirs. Hein. Mais quand on commence à une BD de Jeff Lemire, on ne sait jamais en fait quel chemin on va prendre. On sait qu'on va partir sur un truc, mais on sait qu'il va nous amener dans quelque chose d'un peu différent. Alors là, on part sur une sorte de post-apo. Ok, on va peut-être parler de gamins, ok. Mais voilà, ce sont vraiment des petits monstres, ce sont des petits vampires. On a un joli florilège de personnages avec chacun qui pourrait presque commencer à faire quelques petites familles de la mascarade, hein, en fonction des... Il y a des ventrous ? Non, mais en fonction du style de personnage, on pourrait les retrouver. Pas tous, mais presque. Et finalement, c'est pas tant les vampires, mais c'est quel choix de société tu vas commencer à avoir quand tu n'as de compte à rendre qu'à toi-même. Parce que finalement, ces gamins, ils sont tout seuls, ils se débrouillent tout seuls, et en fait, ils sont en train de se recréer leur petite société en vase clos. Certains vont faire des choix qui vont être peut-être un peu violents, d'autres vont essayer d'aller du bon côté, et puis forcément, il va y avoir l'élément déclencheur qui va amener la fin du tome, qui va être la rencontre non pas de vampires, mais de vrais humains. Parce qu'en fait, pour l'instant, ils ne mangent que de la viande de rat. Voilà, parce qu'en fait, on ne mange pas des choses vivantes. Et là, ils vont croiser des humains. Donc ça va forcément changer toute la donne dans la petite société qu'ils s'étaient créée. Ça, c'est un cliffhanger Non, juste. Non, c'est juste. C'est traité dans le tome ou c'est. C'est traité dans le tome. Non, c'est juste que c'est que d'un coup, il va se passer quelque chose pour que ils arrêtent d'attendre et juste de jouer de la gratte. Oui, c'est la thématique de l'histoire. C'est pas le cliffhanger de fin de tome. Non, ouais, ok. Non, je l'ai pas lu. Hein, donc non, je ne spoil pas. Non, mais ça aurait pu. Donc voilà, au niveau du scénario, Jeff Lemire, je trouve, nous propose un bon premier tome qui nous met bien en appétit. Dustin Nguyen, donc là, on a arrêté l'aquarelle. Je pense que c'est déjà ces aquarelles, je pense qu'elles étaient que numériques déjà avant, mais là c'est entièrement numérique. C'est en noir et blanc avec des trames. Ce qui est joli, mais
peut-être un peu moins joli que ce qu'il faisait avant. Je suis pas. C'est beau, mais je trouve que c'était plus. Enfin, je préfère plus l'aquarelle. C'est plus technique là. Enfin, c'est plus, oui, un peu plus froid que l'aquarelle. C'est un peu plus froid. Après, en même temps, c'est voulu aussi, hein, mais voilà. Je trouve que c'est voilà, sans mauvais jeu de mots, je pense que c'est une excellente mise en bouche. Et je rappelle à toute fin utile que la quasi-totalité de l'album se passe la nuit, justement. Oui. Donc en termes d'ambiance colorée, c'est très vite, très limité. Oui, non, mais je sais pas. Il y a juste les éléments de couleur. Des pointes de rouge, ouais. Mm. Un peu classique hein, dans le coup. La BD noir et blanc avec des pointes de rouge. Enfin, moi, je l'ai juste feuilleté. Je trouve que son travail de tramage est un très beau travail de tramage et qui fait plus travailler que ses aquarelles. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ses aquarelles avaient un côté très lâché qui était une des qualités de ses aquarelles. Hein. Je dis pas que c'était un défaut. Et là, on sent qu'il y a un côté qui est plus dans de la technicité réfléchie. Tu vois ce que je veux dire. En tout cas, graphiquement, ça donne bien. Et c'est vrai que j'étais bien curieux. Je regrette de ne pas l'avoir eu entre les mains. Tu as quelque chose à rajouter, toi, Guillaume, sur cet album Non, enfin rien de particulier. Moi, je trouve pareil que c'est une très belle réussite. Je lirai le 2 dès que j'aurai le temps, là, parce qu'il est sorti en librairie. Et c'était vraiment une belle découverte. Quoi. Ouais, mais je savais déjà que je devais monter à Aix, donc c'est mort. Ouais. Ok, bah c'est Little Monsters de Jeff Lemire et Dustin Nguyen chez Urban Comics pour 17 €. Un œil sur Only Murders in the Building, une série qui est sur Disney Plus par Steve Martin et John Hoffman. J'insiste sur les auteurs parce que Steve Martin est aussi un des acteurs de la série. Steve Martin, c'est un vieil acteur d'Hollywood qui a fait plein de comédies bien classiques. Et là, il s'associe avec, j'ai oublié le nom de son collègue, Martin Short, avec qui ils ont fait beaucoup de comédies, de spectacles, de stand-up, d'humour à l'américaine, on va dire, qui, dans mon imaginaire, étaient des trucs très à la papa à l'américaine, que je ne sentais pas le truc vraiment qualitatif. Il s'associe avec Selena Gomez, histoire de mettre un petit peu de jeunesse dans tout ça. Je crois que tout le monde veut, personne veut que tu nous spoiles, parce que voilà, Azertov aussi. Il faut regarder la saison 3, je ne vais pas spoiler, rassurez-vous, je ne vais spoiler aucune des saisons, juste vaguement donner les thématiques, mais rien qui ne vous dira qui est le Mais coupable. c'est si bien que ça, cette saison cette série Bah justement, je vais y venir. On est dans du whodunit. Donc déjà, le whodunit, bizarrement, le principe, c'est il y a eu un meurtre, il y a plein de suspects, qui est le coupable. Donc, c'est le genre de truc que tu peux pas spoiler parce que tu gâches le plaisir de tout ce que tu vas raconter. Par contre, tu peux donner un peu le thématique de départ. On est dans un immeuble qui s'appelle l'Arconia, un immeuble de New York vraiment classe. Le genre d'immeuble où tu es bien content que tes grands-parents aient acheté l'endroit à l'époque parce que ça se vendrait des millions maintenant. C'est ces vieux immeubles où tu as encore le mec à l'accueil qui va t'ouvrir la porte, etc. Et donc, on va suivre 3 personnages qui vivent dans cet immeuble-là. Il y en a un, c'est un vieil acteur qui a tourné dans une série policière à succès, mais il y a longtemps. Il y a vraiment longtemps. Il y en a un, c'était une star de Broadway, mais il y a vraiment longtemps. Parce qu'il a voulu faire Splash 2, et le problème, c'est qu'il y a eu un problème avec les décors, et que les acteurs, quand ils ont plongé, il n'y avait pas de piscine. Et, voilà. Ça fait Splash, mais pas comme il avait prévu. J'avais oublié. Voilà. Donc, depuis, sa carrière est un peu foutue, tu vois. Et Selena Gomez, donc, elle joue une fille qui vit dans l'immeuble et qui est en train de retaper un appartement dans l'immeuble, parce que bah, elle est jeune et elle a clairement pas les moyens de s'offrir un appart dans l'immeuble. Sauf qu'il y a quelqu'un qui meurt, l'immeuble est évacué, et ils se retrouvent tous dans le bar en face. Et là, ils se rendent compte que tous les 3, alors qu'ils n'ont rien à voir et qu'ils ne peuvent pas forcément spécialement s'entendre, hein, ils sont fans d'un podcast de true crime, donc qui s'amuse à raconter des histoires sur des crimes réels, sur comment ça s'est passé, sachant que c'est le genre qui a rendu les podcasts aux États-Unis très lucratifs. Qu'est-ce qu'on fait à parler de BD Ouais, je sais. On a vraiment mal choisi. On pourrait faire que des BD de True Crime, peut-être. Donc, sauf que très vite, ils commencent à soupçonner que le mort, Tim Kono, en fait, il aurait été assassiné. Et ils décident de se mettre ensemble pour mener une enquête. Sauf qu'ils sont pas très doués, chacun à leur manière. Mais ils veulent quand même mener l'enquête et que les gens qui vivent dans l'immeuble sont tous bizarres. Même Sting, parce qu'il y a Sting qui vit dans l'immeuble. Et Sting, c'est vraiment un connard. Dans cette série, en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est la première saison. Ils vont résoudre le truc. C'est bourré de ces épisodes assez courts, avec du cliffhanger à chaque fin d'épisode, qui fait que tu as du mal à pas regarder le suivant.
Mais d'un autre côté, tu te dis, ça serait bien des fois d'avoir. La diffusion se fait par semaine en général. C'est pas mal d'avoir une petite pause pour te réfléchir aux théories. Et c'est le genre de truc que je regrette de ne pas l'avoir justement regardé avec des potes chaque semaine pour pouvoir discuter des théories que tu peux faire sur qui a fait quoi, machin chose, parce que ça marcherait tellement bien, tous les personnages étant tous drôles et louches. Dans la saison 2, c'est un autre meurtre. Je te coupe 2 secondes. Oui, je valide, c'est très sympa. Je regarde ça avec ma femme, on se tape des barres de rire sur les théories. T'oublies de préciser que, quand même, justement, ils montent un podcast, eux aussi, de True Crime, pour rapport sur leurs enquêtes, au meurtre dans le building, d'où le titre de la série. Only Murders in the Building, c'est le nom de leur podcast. Effectivement, ils montent un podcast. Alors, c'est rigolo, moi, techniquement, je les vois qui sortent les zooms, les machins choses. Enfin, je reconnais tout le matos. Je vois, ouais, ok, ils sont fauchés, mais là, ce micro-là, franchement, je comprends pas qu'ils puissent l'avoir. C'est pas normal. Leur Neumann à 4000 boules, là, franchement, c'est une blague. Enfin, bon. J'ai trouvé ça très, très bien. La deuxième saison, donc là, c'est eux qui sont. C'est un des membres de l'équipe qui est soupçonné d'un meurtre, un classique. Et la troisième saison, là, ça se passe pendant un spectacle. C'est bourré de guests. Non, un spectacle. C'est bourré de guests. Et là, c'est. Voilà. Les meurtres se passent toujours dans l'immeuble, donc t'as plus trop envie d'y vivre. Pour vous donner une idée, alors c'est Tina Fey qui est en guest dans la saison 2, qui, même si elle apparaît un peu dans la saison 1, qui est une actrice, surtout une autrice pour le Saturday Night Live, je crois. Par contre, dans la saison 3, ils ont juste chopé Paul Rudd et... j'ai plus son nom. Meryl Streep. C'est pas elle. Si. De quoi, c'est pas elle? Ah, c'est pas elle la coupable? Je ne sais pas, peut-être, je ne sais rien, je ne vous dirai pas qui est le coupable. La série est légère. Le meurtre, il a lu dans la premier épisode de la saison. Toujours dans le dernier. Dans la première saison, c'est sûr. Oui, voilà, dans la première saison. Sinon, le meurtre a toujours eu lieu dans le dernier épisode de chaque saison et te donne envie de voir la suivante, saison d'après. Voilà. Même si des fois ils arrivent à te faire des retournements de situation au début de saison pour dire en fait c'est pas exactement ce que tu as vu qui est vrai. Enfin voilà, ils sont balèzes. Et c'est fun. Voilà, moi je trouve ça drôle, c'est léger, les personnages sont touchants, ça arrive à aller entre l'humour et du vrai polar, et puis un petit peu de sentiment de temps en temps aussi. Et ça marche. Voilà, je ne peux que recommander cette série. Donc vous êtes tous saison... Fin de saison 1, je suis en train de commencer à la 2. D'accord. J'ai fini la 2, là, je dois attaquer la 3. Voilà, ok. Ouais, la 3 est drôle aussi. Il y a pas mal de... Et encore, j'ai pas cité tous les guests parce qu'ils se font plaisir sur des trucs. C'était une bonne blague. Voilà. Donc, Only Murder in the Buildings sur Disney+, par Steve Martin et John Hoffman, qui ont créé la série et qui collaborent au scénario. Ça va, j'ai pas fait trop long sur... Un petit peu. Un petit peu, voilà. Ouais, mais vous aviez l'air intéressé pour le coup, donc j'en ai profité. Donc, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller sur le site lavoidesbulles.fr pour avoir toutes les informations sur notre émission, même si j'ai pas toujours tenu tout à jour. Je crois que j'ai encore une icône Twitter, voilà, oui. Alors que c'est plus Twitter, je veux dire. X. Voilà, et j'ai pas encore mis mes icônes Blue Sky et Mastodon et Threads, mais Threads ça marche plus. Enfin bon, voilà. Ouais, je suis sur tous les réseaux sociaux sous le nom de soit La Voix des Bulles, soit OneAPA. Je sais pas s'il faut qu'on reste sur X. Oui, ouais, j'y reste, mais je fais que de la pub, je m'en fous, en fait, j'écoute plus ce qui s'y dit. Thio, vous pouvez le trouver sur la galerie de Mathieu, si vous voulez voir ses jolis dessins et son fantastique Yertober. Qu'il poursuit encore difficilement. Alors en fait, je te fais teasing quand même un peu d'avance. Non, en fait, j'avais prévu de faire un Inktober sur des femmes qui m'ont marqué en livre, en film, en BD, enfin, et en dessin animé. Et j'avais bien commencé. Et puis la folie de la vie a fait que, encore une fois... La vie, c'est la merde quand même. Tu t'es arrêté à la deuxième ou t'en as fait un peu plus que non, ça? j'en ai à peu près j'en ai une quinzaine qui sont faites. D'accord. Mais voilà, non, je continue. Je me dis, en fait, quand j'aurai fini, je dirais, au fait, ce mois-ci, je vous fais un truc, c'est juste parce que j'ai envie, je vous fais 31 portraits. Comme ça, tranquille. Ça fait un mois en 31 jours, ça nous donne un indice. Oui, parce que j'avais prévu October, donc j'en avais 31 à faire. Donc pour novembre, c'est mort, mais en décembre, ça peut le faire. Non, peut-être pas décembre. Peut-être pas décembre, parce que là, on est quand même non, c'est ça. Ça sera janvier ou mars, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, ça va être bien. Sinon, il y a octobre l'an prochain. Ah ouais, oui, mais... Alors, ouais.
Ah, ça peut. Comme ça, tu es déjà prêt. Je suis déjà prêt. Ah putain, c'est ça en fait. Tu fais toute une année et tu te dis je fais mon thème comme j'ai envie, je vous emmerde. C'est une bonne idée ça. En tout cas, un grand merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Je crois qu'il va y avoir un canaille BD avec ma plus jeune fille qui a insisté pour en faire un, donc ça va être assez étonnant. Voilà. Et puis, on se retrouve. Le prochain, ce sera un chat BD. C'est un de ces Ouais, chats c'est qui ça. vient C'est un de mes chats. et Moi, qui j'ai va plus de chat. parler et qui va parler de sa BD. Vous allez voir, c'est pas mal. Pas mal. Merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Salut. Non mais sérieux, où il en est quoi. Maintenant, c'est sa deuxième fille, après le chat, après Le poisson dans la piscine. Ah, en fait, le mec d'à côté, il a des poules. Les poules, d'ailleurs, très très long. Très très long. C'est ça, voilà, les poules mignonnes, les poules qui font des œufs tous les jours. Non, mais faut voir que tu meubles, hein, les émissions, hein. Il faut que tu aies de la matière. Hein.